Ouais, C'est ça parti roule. pour l'enregistrement. On fait comme ça. Allez, yes. Alors, Merci. Au revoir. je vais désactiver les micros. Ou je vous laisse désactiver vos micros si ça vous embête pas, comme ça ce sera plus simple. Et puis partager une petite presse. Vous voyez tous mon écran. Bah oui, puisque vous avez tous coupé vos micros, évidemment, c'est pas pratique. Oui, nous voyons bien l'écran. Merci beaucoup. Écoute, alors bienvenue pour ce quatrième webinaire de l'année 2021 qui sera dédié aux solutions de visioconférence et qui nous permettront d'essayer de mieux comprendre si ces belles solutions qu'on a pu utiliser durant toute cette année 2020-2021 resteront dans nos habitudes. Quelques slides habituels, mais j'en ai fait qu'une en fait cette fois, que vous connaissez tous. Qu'est-ce que le CDRT? Donc un think tank sur le marché des communications unifiées en France, avec comme objectif de réunir les acteurs de la convergence informatique télécom, de faire du networking, apporter un éclairage d'experts et puis sur un certain nombre de sujets d'actualité et représenter nos adhérents auprès des pouvoirs publics. Donc 3 axes: réunir, accompagner, représenter. Vous les maîtrisez tous. Je pense que vous êtes quasiment tous membres, donc évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces slides. Quelques sujets d'actualité autour de nos membres. Je ne sais pas si vous avez vu ces informations, mais je préfère les partager. Donc on avait un sujet qui inquiétait pas mal de monde, qui était le rachat de Covage par SFR. Quand je dis inquiété, c'était surtout parce que Covage était un acteur indépendant qui a évidemment été un des premiers RIP sur le marché français, qui a vraiment permis aux opérateurs alternatifs de se positionner sur le marché de la fibre optique. Donc finalement, c'est Altitude Infrastructure qui a été choisi par Altis pour reprendre 50% du réseau Covage, sachant que les autres 50% resteront dans l'activité DSP de SFR, qui s'appelle désormais XP Fibre, pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Deuxième sujet, un autre de nos membres, AlphaLink, qui vient de lever 40 millions d'euros, avec comme objectif de développer son propre réseau fibre optique et donc avoir un peu plus d'autonomie face aux opérateurs d'infrastructure et devenir lui-même un opérateur d'infrastructure. Un troisième, Factoria, qui est, je ne sais pas si Emmanuel est parmi nous en ce moment, mais donc Factoria qui vient de faire 4 acquisitions ce dernier mois, dont Comeva, qui est dans la région centre, Soma Bureau, que je sais pas où ils sont d'ailleurs, SOS Data et Bureaumatique 59. Donc Factoria depuis quelques mois est très actif en termes d'acquisition. On retrouve un peu le chemin d'un CPRO finalement dans la bureautique, qui consolide à la fois des acteurs de l'IT, des télécoms et du print, avec le soutien d'un fonds d'investissement. OpenIP qui se renforce dans l'indirect avec le rachat d'Aliantel, donc ça c'est une news qui a 3 semaines à peu près. Et puis Free, qui a lancé son offre Freebox Pro pour les pros ou pour les entreprises, pour les PME, TPE, PME. Donc on en a, je pense, tous beaucoup parlé durant les derniers mois. C'était attendu l'année dernière, en fin d'année, en octobre, je crois. Et puis finalement, le lancement a été décalé. Donc on leur souhaite bonne chance, évidemment. Et puis Adista qui fait l'acquisition de Wacom et qui devient, grâce à cela, avec un chiffre d'affaires d'environ 150 millions, le premier opérateur alternatif français derrière Orange, Bouygues, SFR, Free, qu'on pourrait qualifier comme les 4 gros opérateurs historiques, on va dire d'une certaine manière. Donc bravo à Adista pour cette acquisition, qui est aussi une acquisition très importante puisque Wacom devait faire dans les 40 millions de chiffre d'affaires.
Donc ça, c'était pour l'actu des membres. Évidemment, bon, il doit y en avoir d'autres. J'ai juste voulu en mettre quelques-uns. Pour l'actu du CDRT, donc 3 news. Philippe, tu veux peut-être en parler. Donc on travaille sur le premier baromètre des communications unifiées du marché français. Alors c'est le premier baromètre du CDRT en l'occurrence. On a quasiment fini l'élaboration d'un questionnaire qu'on pense assez bien pensé en partenariat avec Scolé Marketing. C'est Scolé qui fait l'ensemble de cette collecte d'informations et de la restitution. Philippe, tu veux dire un mot? Oui, alors ce baromètre, on est en train de finaliser le questionnaire qui a été compliqué à constituer, qui s'adressera à tous vos secteurs d'activité, que ce soit un opérateur, un équipementier, un intégrateur, un éditeur. Je vous demanderai d'y répondre pour que vers le 15 novembre, on fasse ça je vous en avais déjà parlé la dernière fois, mais une réunion, j'espère, à 200 personnes dans un amphithéâtre à l'Espace Hamelin vers le 15 novembre pour avoir les résultats de ce baromètre et les grandes tendances de notre marché avec des tables rondes. Et on aura effectivement des sponsors autour de nous pour mener à bien cette enquête. Voilà, donc c'est vraiment un vrai lancement. J'espère qu'on va y arriver parce qu'il n'y a plus aucun chiffre, plus aucune information sur le marché depuis pas mal d'années. Donc, on se lance dans cette aventure. On aimerait bien arriver à faire comme le Syntec numérique, ce qu'ils font pour les éditeurs ou les ESN. Mais voilà, c'est un pari. Mais on y va, on va se lancer. Donc, on compte sur vous pour nous accompagner et participer aux réponses au questionnaire quand vous le recevrez, sachant que Philippe, on espère lancer le questionnaire au mois de juin, c'est ça? Alors ouais, fin mai, début juin, là, parce que pour le moment, on est en train de le mettre, le questionnaire, il va être numérique. Donc, là, on s'est mis d'accord sur le questionnaire. Donc, il faut encore un petit peu de temps pour que ça puisse être traité d'une façon numérique correctement. Voilà, donc ça met encore un petit peu de temps, mais début juin, vous allez le recevoir. Et certains, on va le tester avec certains avant. Très bien. Merci Philippe. Autre information, donc le CDRT est partenaire de. Alors vous savez que le CDRT est ambassadeur de l'initiative Planète Tech Care qui a été lancée par le Syntec numérique. Et dans ce cadre-là, on s'inscrit dans finalement la définition de l'empreinte carbone des télécoms d'entreprise. Et on le fait en partenariat avec une association qui s'appelle Negaoctet, qui est un consortium qui comprend notamment Bureau Veritas et APL Data Center, qui vont travailler sur ce référentiel. Et le CDRT va amener un certain nombre d'éléments techniques qui vont permettre de construire ce référentiel, qui, on l'espère, devrait voir le jour début 2022, puisqu'on attend une réponse de l'appel à projet qui a été fait où on demande des subventions de l'État dans le cadre d'un projet qui s'appelle Perfecto 2021. Donc on attend les résultats. Si tout se passe bien, à partir de septembre, on se lance dans les travaux techniques. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez participer à nos côtés ou si ce référentiel vous intéresse plus particulièrement, sachant que l'objectif de ce référentiel, ce sera de partager auprès de nos membres tous les éléments qui permettent de définir l'empreinte carbone donc de chaque produit de télécom d'entreprise, notamment ce qui permettra de comparer l'empreinte carbone d'une téléphonie déployée sur site face à une téléphonie dans le cloud, et puis l'empreinte carbone des usages qui vont derrière, que ce soit le chat, l'audio ou la vidéo. Partage qu'on vous fera et qui vous permettra d'informer vos clients à la fois dans les devis que vous faites. Vous pourrez donner l'empreinte carbone d'un devis d'une téléphonie on-prem face à une téléphonie dans le cloud, ce qui pourrait certainement être intéressant. Et puis aussi, ça donnera des éléments ou un calculateur qui permettra de donner la mesure des usages, donc d'informer les clients sur leurs factures, des usages qu'ils font et de leur empreinte carbone, de l'empreinte carbone des usages qu'ils font. Et puis, troisième point, donc je vous en ai parlé la dernière fois aussi, c'est le nouveau fanion pour les membres du CDRT. Je pense qu'il vous a été communiqué. En tous les cas, il sera disponible ou il est déjà disponible sur le site du CDRT en mode connecté. N'hésitez pas à le télécharger, à le mettre
dans vos communications, sur vos sites web ou sur vos plaquettes. Je pense que c'est une bonne marque de qualité qui est là. Prochain webinar. Alors, le prochain webinar sera le 3 juin, en espérant que la suite sera du présentiel, puisque Philippe travaille déjà sur la prochaine réunion en présentiel. Donc, le 3 juin à 17h30, sur le sujet de la mobilité et du mobile. Comment les usages mobiles en entreprise vont-ils se développer durant les prochaines années? On aura notamment la présence de Enrich, for Service Provider, d'OpenIP et de iTelecom. Et je pense évidemment aussi d'un quatrième participant. Mais Philippe travaille encore sur le contenu de la table ronde. Donc, prochain rendez-vous, le 3 juin 2021 à 17h30. On vous attend nombreux, évidemment. Voilà, donc c'était assez rapide comme introduction. Je ne sais pas si Stéphane a réussi à se connecter Oui, ou pas, il est finalement. avec nous, Stéphane, là. Ah, super. Bon, bonne nouvelle. Ben, je vais vous laisser la main pour présenter la table ronde. On a la chance d'avoir 5 personnes à nos côtés et Stéphane Grasset, donc notre président d'honneur, et Philippe Sordet, notre vice-président, vont animer cette table ronde. Écoute, merci Laurent pour cette introduction. Et effectivement, la prochaine fois, en juin, je pense qu'on va recommencer le présentiel et on sera tous contents de se revoir. Juste pour introduire, donc nous avons voulu faire avec Stéphane qui maintenant nous a rejoint. Stéphane, tu es là? Bon, il y a toujours des problèmes de connexion. Bon, donc voilà, on a invité donc. Ça y est, Stéphane, tu es là? Ouais. Bon. On a donc invité quatre représentants un peu généralistes du domaine de la visio. Bien sûr, Charlotte Nisieux de Zoom, directrice. Alors, je ne sais pas pourquoi tu as mis marketing, mais c'est porte-parole de Zoom. C'est les deux fonctions, en fait. Oh, Tout va bien. Elle le prendra pas mal, je pense. Parce que, non, ça va aller. Partout porte-parole. Donc, bon, Étienne Lacour, Microsoft, donc, qui parlera de Teams cette fois-ci, que tout le monde connaît autour de nous. Hein. Merci Étienne de revenir parmi au CDRT. Fabrice Berthelot, que beaucoup aussi connaissent, qui est le directeur régional France de Poly. Et puis Moussa Zagoud, d'Alcatel-Lucent, le VP Cloud, que je ne connais moins bien. Mais vous êtes tous les bienvenus. Et on terminera par un témoignage de Benjamin Pi de Speakylink, qui est le directeur commercial d'une solution pour les contact centers de vidéo en ligne. Benjamin, puisqu'on va aussi parler des entreprises, donc il nous fera un témoignage sur ce qu'apporte Speakylink et sur sa façon de voir aussi l'usage de la vidéo dans les contact centers. Voilà. Donc, je vais d'abord laisser la parole, si Stéphane est là, pour l'introduction, puisque Stéphane avait lancé en tant qu'intégrateur des solutions Zoom il y a maintenant 5 ans. Et est-ce qu'il est parmi nous ou pas, Stéphane? Alors, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Non, je suis désolé. J'ai des grosses galères de réseau, plus de Wi-Fi, de la 4G qui bagote. C'est galère. Dans ce cas-là, je suis désolé. J'ai coupé ma vidéo parce que j'ai peur que ça freine. Voilà. Stéphane, si tu veux, on peut te trouver un intégrateur. Hein. J'espère. Il y en a dans la. Il y en a dans la salle. Dans la salle, si je peux dire. Très bien. C'est un endroit où il n'y a pas de connexion, où la connexion est mauvaise, c'est bizarre. Ça. La connexion est très mauvaise. Non, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Peut-être que nos opérateurs sont en train de travailler dessus. Je vous prie de m'excuser. Bon. Donc, je me suis connecté, déconnecté. Je ne sais pas si vous avez présenté déjà les 4 intervenants. Oui, je viens de les présenter. Oui. Ok, super. Bon, donc ravi de pouvoir co-animer avec Philippe cette réunion et qu'on a eu la chance de préparer avec nos différents intervenants. On a un super plateau et donc je pense des retours d'expérience très,
très intéressant. Alors effectivement, moi j'ai une expérience en tant qu'intégrateur de la visio il y a quelques années, de manière traditionnelle, et puis avec de nouveaux acteurs, où j'avais eu l'occasion de connaître Zoom en 2015 et d'être, je pense, un des premiers à distribuer Zoom en France à l'époque. Et un choix qui avait été fait parce que ça répondait à une très grosse demande de nos clients qui voulaient effectivement basculer sur des solutions dans le cloud, qui voyaient que c'était une technologie qui évoluait très vite et qui voulaient passer d'un mode plutôt d'investir dans des solutions vers de l'OPEX. Et sauf bien évidemment pour les équipements de salle. Et c'est vrai que on avait à l'époque pas tous les choix que nous avons aujourd'hui et qui sont représentés par nos différents intervenants d'ailleurs. Et nos clients avaient plébiscité cette solution à l'époque, et puis donc ça s'est généralisé. Donc effectivement une expérience intéressante. Alors pourquoi un intégrateur comme nous, Abstucom, avions mis ça à notre catalogue? Je dirais que c'était une réponse pour certains de nos clients, parce que c'est pas forcément les solutions avec lesquelles on fait le plus de chiffre d'affaires et de marge, en termes de services autour, par exemple. Mais par contre, c'est un complément bien évident et important pour nos clients. Et puis d'autre part, c'était aussi un produit d'appel très intéressant, et ça nous avait permis de rentrer dans un certain nombre de comptes qui ne nous connaissaient pas et qui nous ont permis derrière de déployer des solutions de communication unifiée et de collaboration. Donc, je vous propose de démarrer par peut-être un rapide tour de table de nos intervenants pour qu'en 3 minutes, vous puissiez chacun vous présenter et puis définir, si tant est que les participants aient besoin de mieux vous connaître, mais quand même, qu'est-ce qui vraiment fait les caractéristiques de votre offre? Alors, je vous propose de démarrer, si vous en êtes d'accord, par Charlotte Nisieux de Zoom. Charlotte, à vous. Merci Stéphane. Bon, vous connaissez tous Zoom. Donc, Zoom, c'est une solution UCaaS. Donc, on nous connaît surtout pour la partie visioconférence, mais on a vraiment tout le stack d'outils de communication, donc le chat, le téléphone, la visio, les webinars. Pour ce qui nous différencie, puisque je crois que c'était votre question, Stéphane, c'est d'abord c'est le fait que Zoom, ça fonctionne. Et on a une disponibilité de 99,999%. Donc, on est dispo tout le temps. On propose une expérience utilisateur qui est inégalée et facile. Donc, ça, on l'a bien vu pendant la pandémie. Zoom est devenu aujourd'hui un nom commun. On se fait un Zoom. On est passé de 10 millions d'utilisateurs à 300 millions d'utilisateurs en quelques semaines pendant le premier confinement. Donc, ça, c'est pour illustrer la facilité d'utilisation. Et enfin, ce qui fait le succès de Zoom, c'est également l'interopérabilité avec l'ensemble des solutions déjà existantes chez nos utilisateurs. Voilà, si je dois insister sur 3 points. Là. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que Zoom est devenu un nom commun. Par contre, j'ai entendu ce matin que dans la dernière version du Larousse, l'apéro Zoom n'était quand même pas rentré. Ils ont hésité, mais ils ne l'ont pas mis. Peut-être l'an prochain. Alors, est-ce que Teams est devenu un nom commun, Étienne? Il est plutôt en concurrence avec l'apéro Skype, mais là, je vais parler plutôt de Teams. D'accord. Donc, on va parler plutôt solution grand public et plutôt en effet de Teams. Et bon, donc je ne vais pas représenter Microsoft et l'offre Microsoft, je pense que là aussi, vous la connaissez très largement. Donc, si je peux donner quelques arguments et quelques différenciants, au-delà du fait que ça marche aussi chez nous, mais ça, voilà. Je dirais la complétude de l'offre. C'est un des éléments clés qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre d'utilisateurs et de clients, quelle que soit leur taille, choisissent l'offre Office 365 au sens large. C'est que cela permet de traiter tous les sujets de la productivité individuelle, collective, donc tous les outils que connaissent déjà et qui ont déjà bien pénétré l'entreprise, mais aussi bien entendu d'adresser toute la partie collaboration et bien sûr, ce qui nous intéresse plus dans cette audience, la partie communication unifiée. Alors, vous ajoutez juste un M à Office 365 pour faire M365 et là, vous intégrez en plus tous les sujets de la sécurité d'entreprise qui sont un des points clés, notamment dans les situations actuelles, sécurisation
d'endpoint, les problématiques d'antivirus, EDR, CASB, plein d'acronymes un peu savants. Et puis, autre élément clé, bien entendu, pour certains clients est la couverture géographique internationale et les capacités d'hybridation d'un certain nombre de services donc, qui veulent garder et leur messagerie et leur téléphonie avec une partie on-premise, donc de pouvoir travailler sur les deux pendant. Voilà, si je peux en 2 minutes résumer un peu notre proposition de valeur. Merci beaucoup, Étienne. C'est vrai que l'exercice est dur, hein. C'est l'élévateur pitch là qu'on est en train de faire. Fabrice Berthelot, donc ça marche aussi Poly, ça marche avec nos 4 intervenants de toute façon, il n'y a pas de souci. Donc, absolument, on est agnostique voilà. et même natif dans beaucoup de cas. Effectivement, Ouais. merci, bonjour à tous. Donc effectivement, tout le monde connaît Poly. Petit rappel, donc Poly est né il y a 2 ans suite au rapprochement de Plantronics et de Polycom, un expert dans le domaine de la vidéo et un expert dans le domaine de l'audio, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir l'offre la plus large et la plus complète du marché, en couvrant à la fois les besoins d'équipements personnels, individuels, comme les casques, les pieuvres de conférence, et puis également les équipements de bureaux ou de salles de visioconférence. Donc effectivement, notre offre va du casque à la pieuvre de conférence, au poste téléphonique, aux petites barres de collaboration pour les fameuses huddle rooms et qui ont fait une croissance folle ces derniers temps, et puis les salles de taille intermédiaire et plus grande. Et donc cette richesse de l'offre nous différencie. Le deuxième point, c'est effectivement le fait d'être vraiment interopérable avec toutes les solutions du marché. Et souvent, nos clients n'ont pas qu'une solution. Et donc, de pouvoir être interopérable sur ces différents univers, ou quand le client fait le choix d'être natif dans l'univers qu'il a choisi. Donc, nous avons des solutions aujourd'hui d'audioconférence et de visioconférence en particulier, qui sont du natif Zoom ou du natif Teams, donc qui permet de garder l'utilisateur dans son univers. Merci Voilà beaucoup en 2 mots. Fabrice, merci beaucoup. Et donc nous allons terminer ce tour par Moussa Zakdoud. Alors, Rainbow, Alcatel-Lucent Entreprise. Bonsoir à tous. Rapidement, je me présente, Moussa, je suis en charge de la division cloud pour le groupe Alcatel-Lucent Entreprise, donc une société que vous connaissez certainement, présente dans 60 pays. Donc, l'une des 3 divisions, effectivement, les 2 autres offrant des équipements de téléphonie, des PBX, et la 3e offrant des systèmes ou des solutions d'équipement réseau, et tout ça, évidemment, pour le monde de l'entreprise. Dans la division que j'ai la chance de piloter, évidemment, nous sommes dans le cloud, donc nous offrons des solutions de communication, que ce soit de la collaboration ou de la téléphonie, en mode public cloud, private cloud et hybride, et c'est certainement ce qui fait un de nos différenciateurs. Et cette stratégie s'appelle Rainbow, et elle vient essentiellement avec 2 parfums, on va dire. Le premier parfum, c'est bien entendu Lucas, et ça, je pense qu'on est tous, on est tous familiers de ces services, que ce soit de la vidéo, de l'instant messaging, du partage de documents, mais aussi de la téléphonie, donc ça, la partie UCAS, mais également la partie CPaaS. Donc cette plateforme se caractérise par son parfum CPaaS qui permet, et c'est aussi un de nos différenciateurs, j'imagine, ou je pense en tout cas, c'est d'arriver avec des solutions verticalisées adressant des secteurs d'activité que nous avons choisis spécifiquement, par exemple l'éducation, la santé, le gouvernement, hôtellerie, transport ou autres finances. Et donc avec cette approche dite CPaaS et hybride, nous accompagnons la transformation digitale de nos clients qui, par exemple, ont un PBX et très souvent, ils veulent le garder. Simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on amène une couche de digitalisation et on permet de connecter les produits CPE au cloud et de ce fait d'opérer une transformation digitale qui est douce, non traumatisante ni techniquement, ni dans les usages et ni sur la partie finance. Et enfin, je dirais juste que cette solution est la seule aujourd'hui qui est présente au Magic Quadrant de Gartner, s'agissant de Lucas. Toutes les autres sont américaines et j'ai absolument rien contre les solutions américaines. Simplement, il est bon d'avoir une alternative de temps en temps. Voilà. Merci Moussa. Donc différents parfums aujourd'hui avec les 4 acteurs présents. On reviendra sur un certain nombre de points que les uns et les autres avaient abordés. Et Philippe, je te cède la parole pour la première question. Merci Stéphane. Oui, alors on va maintenant parler un petit peu comment vous avez ressenti chacun l'effet Covid sur vos ventes et sur les demandes des utilisateurs. On va commencer donc par Étienne. Étienne, si tu veux
dire un mot sur le sujet, votre croissance durant, Zoom, on nous en a un petit peu parlé, Charlotte, mais vous, quelle a été cette croissance aussi et les demandes des utilisateurs ont-elles évolué? Alors, oui, clairement, donc en effet, des proportions importantes. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai des chiffres tout chauds puisqu'on a fait notre, semaine dernière donc la communication, sur notre premier trimestre. Donc on a pu avoir le bilan avec 1 an de recul. Donc là, des chiffres qui commencent à être, fortement consolidés. Donc s'il y a un chiffre, je pense, à garder en tête, alors je parlerai que du segment entreprise, hein, le segment grand public, j'en parlerai pas. Donc là, c'est vraiment le segment payant et le segment, quelle que soit la taille des entreprises. Donc, s'il y a un chiffre à partager, c'est 353%, hein, c'est l'augmentation du nombre d'utilisateurs de Microsoft Teams. Donc, on était à 42 millions d'utilisateurs Teams, principalement d'ailleurs sur des workloads plutôt collaboratifs, avec à peu près une 30-35% de personnes qui faisaient de l'UC sur du Teams à cette période-là. Et donc ça, c'était en mars 2020, donc juste avant la pandémie, hein, véritablement, si on prend une capture d'écran juste avant la pandémie. Et aujourd'hui, on est à plus de 145 millions d'utilisateurs réguliers. Et plus remarquable aussi, c'est qu'aujourd'hui, parmi ces utilisateurs, on a aussi une inversion forte du nombre d'utilisateurs entre l'usage classique Teams collaboratif, donc de partage de documents dans des channels, d'utilisation en frontal SharePoint ou OneDrive, par exemple, pour la partie UC. On a presque en France 74% d'attachement de ces 145 millions d'utilisateurs Teams à faire des communications unifiées. Donc, une accélération aussi du nombre de meetings. Alors, pour le meilleur et pour le pire, hein, je ne sais pas si c'est obligatoirement très, très satisfaisant, donc qui est comme un collier de nouilles, les meetings les uns après les autres. Donc, vivement qu'on puisse changer un peu de modèle, mais en tout cas, une augmentation de plus d'un facteur de 5 à 7, hein, selon les territoires du nombre de meetings. Donc, évidemment, des chiffres qui continuent d'ailleurs de croître, hein, même si maintenant, un certain nombre de pays, on voit, reviennent sur un mode plus hybride et reviennent au boulot, en tout cas, dans les bureaux, quoi. On continue, là, sur le dernier trimestre, à avoir des tendances autour de 20 à 30% de nouveaux utilisateurs. Et concernant les chiffres, bien entendu, hein, on reste aujourd'hui sur des résultats à plus de 2 chiffres de croissance sur les 3 clouds, donc, puisque tous les clouds de Microsoft ont bénéficié de la crise et de l'année Covid. Et merci Étienne, merci de nous apporter ces chiffres qui sortent tout chaud, c'est bien. Je suppose que Charlotte aussi, vous avez des chiffres à nous annoncer. Oui, tout à fait. Donc, la manière dont on a vécu ou comment ça s'est ressenti sur les ventes ou sur l'utilisation pour Zoom, je le disais tout à l'heure en introduction, en quelques semaines, entre mars et avril 2020, on est passé de 10 millions d'utilisateurs quotidiens à 300 millions et la courbe continue d'augmenter depuis. Pour que ça vous parle plus, puisqu'on est entre spécialistes des UCaaS, on est passé de 100 millions de meeting minutes en 2019 de 100 milliards de meeting minutes en 2019 à 3000 milliards de meeting minutes en 2020. Et ça, pour le coup, ça englobe tous les utilisateurs. Si on parle vraiment de nos utilisateurs business, payants donc, on a fait une augmentation du chiffre d'affaires de 336%, donc de 2,6 milliards en 2020. Voilà la manière dont on l'a vécu et la manière dont ça s'est répercuté sur les ventes. D'accord, merci beaucoup. Et sur les usages, sur les demandes des utilisateurs, il y a eu aussi des évolutions en un an? Sur le nombre d'utilisateurs? Non, les demandes des utilisateurs. Oui, une demande toujours plus forte en termes de sécurité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les utilisateurs professionnels ont été rejoints par des millions d'utilisateurs individuels. Il a donc fallu, ça nous a forcé à adapter notre solution, à mettre en place par défaut des solutions de sécurité qui existaient déjà. Hein, je pense à la salle d'attente, au mot de passe, etc., mais de les mettre par défaut. Et puis, comme vous le savez, le chiffrement de bout en bout de tous les meetings pour les utilisateurs gratuits payants. Voilà, ce type de demande, donc vraiment d'être assuré sur les questions de sécurité, d'avoir toujours plus de fonctionnalités pour faciliter, et puis continuer à s'assurer de la qualité, puisque c'est vraiment dans notre ADN, hein, la qualité audio et vidéo, donc s'assurer qu'on puisse accéder au meeting et y participer, même si on a une bande passante plus faible parce qu'on n'est pas chez soi ou pas au bureau.
Voilà. D'accord. Merci Charlotte. Merci. Donc, je finis par Fabrice pour Poly. Après, il y a eu… Bah, pour nous, ça a été un petit peu la galère parce que effectivement, beaucoup d'utilisateurs, enfin, on s'est tous retrouvés à la maison et à utiliser un client de collaboration et pas en n'ayant pas forcément les outils de collaboration audio-vidéo qui étaient prêts. Donc, malheureusement, nous, on fait du hardware, donc il faut les fabriquer, les produits. Et on s'est vite retrouvé avec une pénurie de chipsets pour fabriquer aussi les produits. Donc, on a, je dirais, eu une demande exponentielle, mais à laquelle on a eu du mal à répondre. Je dirais que ces dernières années, on avait toujours eu plus de produits à vendre qu'on était capable de vendre. Et là, ça a été l'inverse. Donc, c'était un petit peu une inversion de la tendance. Ce besoin d'équipement se poursuit. C'est vrai que plus on utilise et plus on se rend compte que d'avoir un bon périphérique audio, un bon casque, un bon système main libre, une bonne barre de collaboration, ça permet d'avoir un petit peu moins de fatigue tout au long de la journée et de passer des meetings avec un peu plus de confort et un peu plus d'efficacité. Donc ça a été difficile, on a ramé quand même. Maintenant ça va beaucoup mieux, on a encore quelques produits qui sont en tension, mais on a quand même bien ramé. D'accord, merci. J'avais pas mis Rimbaud, il y a peut-être une petite chose à ajouter sur le sujet, votre progression aussi. Évidemment aussi une progression très très importante dans les chiffres et dans les nombres de connexions, et effectivement s'agissant aussi surtout des clients entreprises, moins les grands publics. Et il a fallu bien évidemment être prêt en termes d'opération pour accueillir à la fois ces usages, mais aussi le support qu'il peut y avoir derrière. Et pour nous, ça a été… alors, on a bien sûr, on est habitué à traiter un grand nombre de clients sur nos processus. Donc, c'était pour nous important d'être prêt. On l'a été, et la croissance continue. Et c'est ce qui est intéressant aussi, que c'était effectivement, il y a eu un pic, mais le pic n'est pas descendu, en tout cas, et est en croissance assez forte. Et ça répondra d'ailleurs aux autres questions qu'on a à traiter aujourd'hui, à savoir est-ce que cette tendance va baisser ou pas. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie lame de fond qui fait que ces usages, bien entendu, continuent et continueront. D'accord. Je repasse la parole à Stéphane. Oui, merci Philippe. Alors, je vais me tourner vers Charlotte et vers Étienne. Vous avez évoqué des croissances de 353% et 336%. Je crois que tout le monde aimerait avoir des taux pareils et je vous souhaite de poursuivre comme ça. À votre avis, si vous aviez 3 raisons principales pour expliquer les succès des solutions que vous proposez, ce serait quoi? Alors, Charlotte, par exemple. Alors, les 3 raisons, c'est facilité d'utilisation, facilité d'utilisation, facilité d'utilisation. C'est vraiment ce qu'on nous remonte avec l'assurance, bien sûr, l'assurance derrière de la sécurité. On en a parlé du chiffrement. Et en termes commerciaux, pour les entreprises, c'est vraiment la possibilité de maîtriser son budget UCaaS, d'avoir une offre qui s'adapte, d'avoir les licences qui s'adaptent aux besoins pour des coûts qui sont complètement maîtrisés. Merci beaucoup. Voilà, merci et qui beaucoup, ont Charlotte. permis de s'adapter à la crise. D'accord, merci beaucoup. Étienne. Alors, je vais avoir une réponse en 2 temps. Il y a déjà un élément qui est une réponse en effet structurelle. Donc structurelle, car de toute façon, la croissance des offres UC globalement, mais pour ce qui concerne Microsoft en particulier, ça a toujours été l'une des plus importantes et toujours à 2 chiffres, hein, que ce soit sur OCS, sur Lync, puis sur Skype et aujourd'hui sur Teams. On est même passé sur des croissances à 3 chiffres. Bon, bien aidé justement par la deuxième raison au-delà du structurel, qui est le conjoncturel, bien sûr, avec la demande de télétravail, les demandes de communication, d'audio et de visio qui a complètement explosé. Alors, d'ailleurs, au-delà des éléments, mais audio-visio, c'est toute la partie de travail à distance, hein, puisque le deuxième produit qui a le plus
développé chez Microsoft pendant la période a été aussi toute la partie virtual desktop et puis Office 365 de façon globale. Bon, Teams, bien entendu, en particulier, c'est la partie émergée de l'iceberg, celle qui permet de mesurer, c'est le meilleur indicateur sur cette partie croissance, avec là aussi des adaptations de l'offre, hein, comme le disait tout à l'heure Charlotte, une très forte demande, avec notamment sur des parties aussi des meetings, la taille des meetings par exemple, des demandes ou des demandes à faire des meetings de plus de 20 000 personnes, avec jusqu'à 50 meetings de plusieurs milliers d'utilisateurs en parallèle par utilisateur par tenant, et puis bien entendu aussi sur des croissances importantes du nombre de collaborateurs au sein de canaux, etc. Donc, grosse demande aussi sur tous les outils permettant d'analyser, d'administrer tout cela. C'est-à-dire qu'au-delà de savoir qu'on peut proposer un produit, c'est aussi quels sont les types d'usages et de pouvoir les contrôler. Il y a la partie sécurité, toute la partie audience, mesure des audiences, donc tout ce qui est analytics, qui est aussi là un des éléments qui a fortement motivé notamment la partie RH. Et puis, on a bénéficié aussi sur Teams, bien entendu, de la solide base installée Sky for Business On-Prem. Je vous avouerai qu'on a gagné probablement 2 ou 3 ans de transition des infrastructures on-prem qui sont arrivées à saturation, notamment sur des problématiques d'accès au réseau, de tout ce qui était saturation des VPN, pour passer sur les offres plus UCaaS, justement, pour pouvoir traiter de façon plus scalable des demandes extrêmement importantes avec des exigences en termes de souplesse et de qualité beaucoup plus importantes. Ok, merci Étienne. Alors, Philippe, Étienne parlait d'aspect conjoncturel du télétravail. Je pense que tu poursuis ce sujet. On va continuer sur le télétravail. Hein. Avec le développement donc, du télétravail, comment voyez-vous l'avenir de la visio et de ses acteurs dans l'après-Covid? Y a-t-il vraiment un virage culturel? Va-t-on vers l'éventualité d'un élargissement, voire d'une généralisation du travail à distance, ou plutôt vers un modèle hybride du travail à distance et du présentiel? Est-ce que cela aura un impact sur vos offres? Alors là, je vais demander effectivement à Moussa s'il peut répondre à cette question voilà, sur ce virage culturel, comment chez Alcatel vous le voyez? Clairement tous observé ce virage, ou en tout cas cette accélération de l'adoption de ces usages. Et ça s'est vraiment matérialisé par une démocratisation totale. Et on l'a vu, et c'est là où on le mesure en fait, on l'a vu chez les personnes les plus récalcitrantes, si je puis dire, et il y en a, simplement parce que ces personnes ont trouvé le bénéfice. Et à partir du moment où vous percevez le bénéfice, eh bien vous adoptez. C'est le principe même de l'adoption. Et aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que durant cette période de Covid, on a tous été un petit peu, je dirais, submergés de technologie, d'une certaine façon, et tant mieux, on est là pour ça. Mais on a aussi vu un besoin de revenir à des valeurs humaines. Et parmi ces valeurs, il y a simplement le fait d'être avec les autres, et à défaut, au moins de les voir. Je pense que la vidéo est le premier pas qui permet de répondre à ces besoins fondamentaux, de voir l'autre, de voir sa réaction, de pouvoir échanger de façon plus proche que celle simplement qui consiste à être au téléphone. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une vraie tendance, et on le voit à la fois chez nos clients, chez nos partenaires bien sûr, et on voit comment ces usages ne sont plus en question aujourd'hui. Et s'agissant du télétravail, évidemment, moi personnellement, je n'ai pas été forcément un fan de télétravail, et effectivement, cette période de Covid m'a changé aussi cette perception-là. Je pense que c'est global, tout le monde perçoit le bénéfice de pouvoir utiliser ces outils, mais je pense que l'approche hybride est une bonne approche, parce qu'il est aussi bien important de pouvoir rencontrer les autres, donc sur le site, sur notre site où on travaille, et je pense que cette technologie vient améliorer l'efficacité, bien sûr, et à la fois donc au produit, mais aussi s'agissant des coûts. Je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure, et de ce point de vue-là, il y a pour moi une tendance très importante, et puis aussi quelque chose d'intéressant, c'est que il y a quelque part une suppression de certains complexes qu'on avait à afficher sa caméra, je parle globalement ici, et voire même de partager une partie de sa vie privée, puisque dans des conférences comme celle-ci, on voit de temps en temps un enfant arriver sur scène, ou un chien ou un chat, etc. Donc il y a une espèce de changement de mentalité, et où la dichotomie entre le privé et le business, on va dire, dans ces réunions-là, devient de moins en moins problématique. Et enfin, je dirais que c'est aussi un moyen de garder la culture d'entreprise. Quand on est en distant, il est important de pouvoir voir les autres et de pouvoir faire justement
continuer à garder ce point important de culture d'entreprise. S'agissant des offres, j'en terminerai là, bien entendu, ça impacte, si je puis dire, les offres, puisque on est systématiquement dans la simplification je dirais, de tous ces usages-là. Et notre rôle à tous, c'est de faire en sorte que ce soit le plus simple possible et de pouvoir avoir une adoption maximale. La sécurité, on en a parlé, et bien entendu, le business model qui devient flexible, qui va bien entendu vers la souscription et qui donne la liberté au client de prendre plus quand il a besoin de plus et de prendre moins quand il a besoin de moins. Superbe. Merci Moussa. Fabrice, tu aurais quelque chose à ajouter sur ce sujet-là du développement du télétravail, le virage culturel, l'éventualité d'un… Oui, je crois que le vrai virage culturel que la France a pris, c'est que le télétravail a prouvé son efficacité et qu'il est enfin rentré dans les mœurs. On était, je pense, en termes de flexibilité du travail à distance, relativement en retard. On y est allé à marche forcée parce qu'on n'avait pas le choix. Mais je dirais avec un an de recul, on voit que le télétravail fonctionne. Il est efficace pour les entreprises. Des entreprises vont certainement moins rechigner à avoir des gens à distance parce qu'elles ont vu que ça fonctionnait. Une fois qu'elles avaient un bon client de collaboration, que c'était possible, que ça fonctionnait, on gardait le lien, on avait des bonnes sessions audio et vidéo, on avait des moyens de garder la continuité d'activité et de continuer à collaborer. Donc, les entreprises sont persuadées que ça peut fonctionner. Ils sont rassurés sur cet aspect-là. Ça correspond à une demande aussi des utilisateurs, enfin des collaborateurs, d'être plus autonomes, je dirais, d'avoir un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle, de perdre moins de temps dans les transports. Donc, je pense que ce virage-là, il est là. Qu'on a tous réalisé que ça fonctionne, que ça peut fonctionner, que les entreprises sont devenues plus agiles aussi. Il faut se rappeler qu'avant le Covid, on a quand même vécu les événements des grèves, des gilets jaunes, des grèves à répétition. Et déjà à ce moment-là, les entreprises se posaient la question de comment mettre en place des plans de continuité et garantir l'activité, même si on ne pouvait pas systématiquement se rendre au bureau. Donc ça fonctionne. Et j'ai été très surpris, mais je ne sais pas si vous avez vu les résultats de la France, du PIB du premier trimestre, il est reparti à la hausse, alors qu'on a des secteurs et des pans entiers de l'industrie qui sont toujours à l'arrêt. Vous avez le tourisme, qui est quand même le secteur numéro 1 en France. Vous avez le café, hôtel, restaurant qui sont toujours à l'arrêt. Et malgré ça, l'économie française fait de la croissance, ce qui montre bien qu'avec je dirais, des employés qui travaillent à distance, qui sont bien équipés, on est plus efficace et on va de l'avant. Donc, j'espère que c'est un enseignement pour l'économie française, pour les entreprises françaises, et qu'on va faire un pas en avant gigantesque et qu'on va le gagner pour pas aller en arrière. Merci Fabrice. Est-ce que Charlotte et Étienne, vous avez des choses à rajouter sur ce qui vient d'être dit sur ce sujet du télétravail? Alors, Étienne, si vous permettez, je prends la parole. Je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je voudrais rappeler quelques chiffres. BCG a sorti une étude il y a quelques jours. Le télétravail en 2020 a permis de sauver 250 000 emplois et 86 milliards de PIB. Une fois qu'on a dit ça, ce que dit cette étude aussi, c'est que 82% des entreprises disent que la visioconférence va rester essentielle pour l'organisation de l'entreprise. Maintenant, ce qu'on pense, et j'imagine que mes collègues ici présents vont confirmer, c'est qu'on va aller probablement vers un modèle hybride avec des collaborateurs qui seront sur place et des collaborateurs qui seront ailleurs. Et pour ça, il faudra de toute façon que tout le monde soit équipé. Il faudra aussi que les entreprises, les bureaux des entreprises soient équipés du matériel adapté pour que lorsqu'il y a des employés qui sont là physiquement et d'autres qui ne sont pas là, qu'on puisse avoir cette expérience de convivialité, si je puis dire, et d'échange qu'on a quand on est tous dans une salle. Il y a des solutions. Les solutions technologiques, elles existent, que ce soit en software, en hardware. Et donc, mais je crois que c'est un point qu'on aborde après, mais je crois qu'on est vraiment sur une question d'évolution des mentalités. Comme je crois que c'est Moussa qui le disait, on est allé très vite, on a été en marche forcée pour le télétravail. C'est vrai qu'en France, on était un peu en retard. Bon, maintenant, on sait que ça marche. Maintenant, il faut faire perdurer ça. Et
je pense que ça perdurera puisque ça permet aux entreprises d'avoir des employés qui sont plus heureux et probablement plus efficaces du coup. Oui, Donc, pour, on vient tous sur l'efficacité, effectivement, grâce au télétravail. C'est vrai que la productivité a dû être aussi améliorée. et Philippe, Étienne, tu as quelque chose à rajouter? oui, alors complètement, je pense qu'il y a un consensus maintenant de tous les acteurs hein, sur l'hybridation du travail. Et en effet, peut-être pour nuancer toutes les vertus du télétravail, et pourtant c'est quand même très très pratique. C'est vrai que sur les tâches d'exécution, et il y a une étude là, récente qu'on a publiée qui est assez intéressante là-dessus, c'est sur les tâches d'exécution, il y a pas de problème. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un acquis et un consensus sur le fait qu'on pouvait tout à fait travailler en télétravail de façon plus efficace. Après, il y avait et là, pour rejoindre aussi Charlotte sur la partie hybridation et travail, ce qu'on appelle le travail exploratoire, c'est-à-dire de travailler à plusieurs et de travailler sur des idées, où là, la partie télétravail a ses limites. Et donc, c'est pour ça que le mode hybride est difficilement aujourd'hui remplaçable, et je pense qu'il y a consensus. Donc, ça a permis en effet de gagner beaucoup de temps et de craquer pas mal de code dans pas mal d'entreprises, justement, sur la capacité. Et au-delà, et comme nos utilisateurs et nous-mêmes, nous ne sommes pas un paradoxe près, hein, 84%, je crois, dans cette étude, des personnes interrogées veulent maintenir un modèle de télétravail, mais à peu près la même proportion, je crois que c'est 83%, qui veulent conserver quand même les interactions sociales en entreprise. Donc, de toute façon, on veut les deux, clairement. Pouvoir rester chez soi et éviter les bouchons, mais quand même, quand il faut, croiser ses collègues. Voilà, on est tous d'accord hein, sur ce constat. Bon, Stéphane, je te repasse la parole. Comme ça, il y a un petit peu, comme ça, tout le monde participe à peu près d'une façon égale. C'est une nouvelle façon de fonctionner. Voilà, comme ça, je te repasse la parole, Merci Stéphane. Philippe. Oui, merci Philippe. Alors, Fabrice, Oui, Fabrice est là, mais il n'a pas entendu la question. Si je suis le seul, je ne sais pas, mais… Tout le monde n'est pas On a égal. perdu. Je me permets de poser une petite question du coup parce qu'on parle beaucoup donc là on parle de travail hybride et c'est vrai que bon on partage depuis un an des réunions qui sont pas hybrides finalement où tout le monde est en télétravail où tout le monde utilise une seule caméra quasiment pour une seule personne, mais les différentes expériences que j'ai eues sur du travail hybride où finalement on a des collaborateurs qui sont en visio et d'autres qui sont en présentiel sont pas nécessairement très bonnes. Il y a 4 personnes dans une salle, la caméra est pas nécessairement ultra agile. Vous en pensez quoi en fait sur les évolutions que ça va donner? Parce que si on veut qu'il y ait vraiment un travail hybride dans le temps, il faut finalement qu'on réussisse à faire collaborer tout le monde correctement, quoi. Oui, tout C'est une à fait. réponse pour Poli, ça. Ouais, Un peu pour ça. Poli, ouais, forcément, du coup, parce que ça a ardeur, évidemment. Ouais. Merci Mais Charlotte. mais pas nécessairement. Hein. Non, mais Non, bien sûr. il est clair et on y assiste là depuis maintenant quelques semaines que toutes les entreprises sont maintenant en train de se poser de la question effectivement du retour au bureau et de comment gérer ces espaces et quelle est la politique en termes des mètres carrés. Donc, je pense que la tendance, c'est de se dire, il va y avoir plus de télétravail ou de gens à distance, donc il y aura moins de personnes au bureau. Donc, comment réaménager les espaces? Et dans cette question-là, c'est aussi, comme il y aura plus d'interactions avec les gens qui sont à distance et celles qui sont au bureau, qu'est-ce qu'on propose dans les espaces de bureau? Et notamment, on a une demande qui est de plus en plus forte pour des petits espaces de collaboration avec de la vidéo, qui sont pas forcément des salles de visioconférence comme on pouvait l'avoir par le passé, qui étaient des salles dédiées qu'on devait réserver avec un système complexe, etc. Donc, je sais de quoi parle, de quoi je parle. Polycom, on a tiré les bénéfices pendant de nombreuses années, mais ces solutions-là sont de l'ordre du passé. C'est vrai que elles sont trop complexes. Et ce que l'on veut, c'est que l'utilisateur garde cette simplicité dont tout le monde parle et l'usage que l'on a tous eu en utilisant ces clients de collaboration quand on retourne au bureau. Et ça veut dire que si je fais du Teams ou si je fais du Zoom, je veux retourner au bureau, aller dans une salle de réunion, quelle qu'elle soit, et pouvoir retrouver mon environnement et d'avoir une expérience qui soit aussi qualitative et immersive que quand j'étais à distance. Et là, ça nécessite effectivement d'équiper les salles avec des solutions qui sont des solutions nouvelles. Les solutions de visio que Poly vend aujourd'hui, 90%, c'est des solutions qui ont été lancées depuis un an.
Donc, ça veut dire qu'il y a une révolution totale sur les solutions de visioconférence pour équiper plus de petites salles, plus de moyennes salles. Et maintenant qu'on va retourner au bureau, effectivement aussi plus de grandes salles parce que l'expérience que l'on peut avoir dans des grandes salles de visio, des salles de conférence est aussi souvent très désastreuse. C'est-à-dire que comme tu le disais Laurent, si chacun est derrière son PC avec une webcam en face, on se voit bien. À partir du moment où vous avez 10 personnes dans une salle de réunion avec un système de visio qui est pas adapté, on voit rien parce qu'on voit 10 petits pingouins comme ça qui sont grands en miniature, on ne sait pas qui parle. Donc, il faut un système qui soit adapté, qui permette d'identifier la personne qui parle, de zoomer automatiquement sur cette personne. Et ça, c'est la technologie que l'on apporte, que ce soit sur une plateforme Microsoft ou une plateforme Zoom ou autre. Donc, ça, c'est aussi très important. Et du coup, en termes d'aménagement, tu penses que demain, on sera sur de l'open space avec des salles, des micro-salles ou du bureau, du bureau. Enfin, c'est des questions bêtes, hein, mais à chaque fois, on voit des messages un peu différents sur le sujet. Donc, On voit de plus en plus une multiplication des bureaux de passage, ça c'est une évidence. Et de l'autre côté aussi un certain retour avec, je dirais pas des bureaux individuels, mais en tout cas des espaces qui permettent de s'isoler. D'une part pour respecter, je dirais, les conditions sanitaires et aussi pour ce besoin de s'isoler pour faire une petite session de visio ad hoc, simple, avec un collègue ou un client qui lui est à distance et ça devient normal. Donc la vidéo devient la norme. À chaque fois qu'on s'appelle, la vidéo est présente. Donc il faut que les espaces au bureau se multiplient avec des solutions de vidéo qui soient adaptées. Merci Fabrice. Stéphane est revenu ou pas? Non? On l'a perdu. Bon, juste, j'en profite pour poser une question donc à Fabrice et à Moussa. On va peut-être prendre Moussa. Est-ce que vous voyez des usages différents de la visioconférence pour la partie post-Covid en fonction des secteurs d'activité, dans l'administration, le tourisme? Tout à l'heure, on verra un petit peu les applis métiers, mais est-ce que vous voyez déjà des différences en fonction de ces différents secteurs d'activité? Est-ce que Moussa, tu as un mot, et puis Fabrice pour commencer. Oui. Juste peut-être une remarque sur le sujet d'avant. Je pense que la vraie question en fait autour de tout ça, c'est la mobilité finalement, parce que pendant longtemps on a pensé, on s'est convaincu que la mobilité c'est d'avoir les services là-dessus. Or la mobilité c'est justement une exigence de plus en plus importante de nos usagers pour avoir le même niveau de service quel que soit l'endroit où ils sont, qu'ils soient à la maison, qu'ils soient dans un hôtel ou au bureau. Et c'est ça le challenge. Le challenge, c'est que plus personne n'accepte d'avoir un service dégradé sous prétexte qu'il n'est pas au bureau avec de la fibre partout, etc. Et donc, de ce point de vue-là, la mobilité devient un peu plus un élément important. Et donc, on touche même l'ubiquité, c'est-à-dire on ne sait pas où on est, in fine. Et on doit garantir le service quel qu'il soit, que ce soit la vidéo, que ce soit la téléphonie ou autre. Donc ça, c'est juste ma remarque par rapport au point d'avant. Et la question que vous venez de poser donc, sur les usages, alors, clairement, aujourd'hui, on ne peut pas se limiter à la vidéo comme étant simplement le fait de pouvoir voir l'autre. Et ça, c'est clair, on le voit tous les jours. Il y a une demande très forte d'intégration dans des processus métiers. Et la vidéo est un des médias. Il y en a d'autres. Et en fait, c'est aussi ce que j'expliquais au début, c'est qu'il y a un besoin, et ça revient aussi d'ailleurs à la simplicité aussi, quand on passe sa journée sur une interface, quelle qu'elle soit, sur une interface métier, on n'a pas forcément envie d'aller encore sur une autre application et faire autre chose. On a besoin de rester sur le même environnement et puis de pouvoir aussi communiquer, d'où l'intérêt de pouvoir effectivement intégrer ces solutions de vidéo ou de communication dans ces applications métiers. Et pour ce qui nous concerne, aujourd'hui, on a des tracks importants sur la partie éducation. L'éducation, ce n'est pas simplement de voir les élèves ou les étudiants, mais aussi de pouvoir mesurer leur niveau d'attention, couplé avec un peu d'intelligence artificielle, par exemple. Pour ce qui est de la Smart City, la vidéo est là aussi pour pouvoir avoir un point de contact, par exemple, entre les citoyens, enfin les citoyens et la ville. Pour ce qui est de la maintenance aussi, on a aujourd'hui des use cases sur ce qu'on appelle Smart Maintenance, où la vidéo est un élément qui permet à une personne de se déplacer sur site, mais à d'autres personnes de pouvoir dire à cette personne-là ce qu'elle doit faire en fonction de ce qui est montré dans le flux média, etc. etc. J'oublie, mais aussi le point important de la santé, avec l'accélération aussi des remote consultancy,
la médecine à distance, on va Téléconsultation. dire. La Voilà, exactement, télémédecine, merci. téléconsulte. Merci. Et ça, je veux dire, tout ça, ça démontre une verticalisation des offres où la vidéo est un des médias, mais pas le seul. Néanmoins, il est parmi les plus importants puisque, encore une fois, c'est ce qui permet de comprendre ce qui se passe en un clin d'œil. Et c'est un peu une palissade, mais c'est cette logique de verticalisation qui aujourd'hui est une tendance. En tout cas, c'est ce qu'on observe sur notre marché. Vous aurez tout à l'heure un témoignage de Speaking. Charlotte avait un. Et Charlotte, alors Pardon, juste pour compléter, je suis évidemment d'accord avec tout ce qu'a dit Moussa. Sur les usages, c'est vrai qu'on a vu des nouveaux usages alors qu'ils étaient complètement à distance pendant le confinement qu'il y a encore pour des concerts, pour les Oscars par exemple qui ont lieu sur Zoom. Mais on peut imaginer que ça démultiplie des événements qui auront lieu à nouveau en présentiel et qui en plus auront lieu à distance. Un exemple, Zoom vient de signer un partenariat avec la FIA, donc la Fédération internationale automobile, pour l'ensemble du championnat du monde, donc et les 21 courses de Formule 1. Et avec eux, ils ont créé, grâce à la TechnoZoom, des virtual paddocks. C'est-à-dire qu'il y aura les gens qui seront effectivement là pendant la course, mais il y aura aussi des packages VIP virtuels qui permettront sur ces virtual paddocks d'avoir un accès à du contenu que n'auraient pas les gens sur place, y compris dans des loges, en pouvant aller dans les coulisses, en ayant accès à des interviews exclusives avec des coureurs, enfin voilà, ce genre de choses. Donc on est toujours dans l'idée de l'hybridation sur ce type d'événement ou ce type d'usage, on est sur la démultiplication du présentiel. Et donc ce n'est pas du tout ou le présentiel ou le distanciel, mais c'est comment on peut encore faire plus en fait avec un événement qui a en effet physiquement lieu. Ouais, donc c'est l'expérience enrichie, ouais. Ouais. Fabrice, tu as quelque chose à rajouter sur le sujet? Oui, je crois que la vidéo est devenue la norme, c'est-à-dire qu'on s'attend maintenant systématiquement à avoir de la vidéo. La vidéo, elle est partout et tout le monde veut l'utiliser. Maintenant, les besoins en termes de vidéo ne sont pas tous les mêmes. Et c'est vrai qu'on peut faire de la vidéo quand on est en télétravail, mais on peut aussi avoir des secteurs, et Moussa en a parlé, l'éducation, on a beaucoup travaillé sur l'éducation parce que l'éducation avait un taux d'équipement, notamment en salle de visio depuis des salles de classe, n'était absolument pas ou très peu équipée. Et là, les besoins sont très différents. C'est-à-dire qu'on n'équipe pas une salle de classe de la même façon qu'on équipe une salle de visioconférence dans une entreprise parce que la position des gens, les besoins audio et vidéo sont complètement différents. On a peut-être besoin de plusieurs caméras, etc. Donc, il y a des besoins spécifiques qui sont en fonction des métiers. C'est là aussi où l'intégration et le métier d'intégration doit, je dirais, doit intervenir parce que d'un côté, on a une simplification, la vidéo est partout et donc il y a une démocratisation d'utilisation de la vidéo et des outils qui vont avec, mais il y a aussi des besoins qui sont de plus en plus spécifiques en fonction des métiers. Donc, c'est le cas dans l'éducation, c'est le cas dans la santé, Moussa en a parlé, les téléconsultations, on en fait de plus en plus. Et c'est là où on voit l'intérêt d'avoir de la qualité audio et vidéo. C'est-à-dire que quand on arrive sur de la téléconsultation ou de la télémédecine, on ne peut pas se planter. Il faut avoir, bien entendu, un bon réseau, il faut avoir une qualité vidéo qui soit optimale pour voir les détails et pour faire des diagnostics qui soient les plus précis. Donc, je dirais, c'est aussi le cas. Il y a plein de secteurs aussi. On va en parler certainement tout à l'heure. Mais la relation client, aujourd'hui, maintenant, quand vous appelez un centre d'appel, on n'appelle plus qu'en audio, on s'attend aussi à voir notre interlocuteur pour avoir une interaction qui soit beaucoup plus directe. Donc là, je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire dans le milieu de la relation client. Et puis l'événementiel. L'événementiel, c'est fantastique. Je dirais, ces entreprises américaines, on en parlait tout à l'heure, enfin, Microsoft le fait beaucoup, j'imagine Zoom aussi, mais toutes ces réunions à plusieurs centaines de commerciaux tous les ans qui travaillent, qui voyagent dans le monde en émettant des milliards de CO2, etc., ça ne reviendra pas à ce qui existait avant, c'est une évidence. Donc, on a un besoin aussi d'organiser des événements de taille de plus en plus grand,
mais aussi avec une qualité de réalisation qui est de plus en plus fine. Donc, on a des vrais intégrateurs qui font maintenant de l'événementiel avec des fonctionnalités, avec des fonds verts et des animations et une réalisation, et donc des besoins en équipement vidéo qui sont aussi beaucoup plus poussés. Alors, est-ce que Stéphane est revenu, hein? Je suis revenu, oui, je vous prie de m'excuser, vraiment, il faut que je dise au maire de ma commune qu'on est vraiment mal connecté en ce moment. Oui, oui, alors on va peut-être passer la question suivante, c'était les services à valeur ajoutée comme les salles de réunion virtuelles, les solutions d'événementiel, vidéo, streaming, vidéo en type de beau jour devant eux. Fabrice, tu viens en partie de répondre. Et voilà, je pense que cette question, on est tous d'accord. Et je te laisse la prochaine question pour un petit peu avancer, puisqu'on a un petit peu pris de retard. Oui, absolument. À votre avis, alors on a vu des croissances incroyables, plein d'usages, mais est-ce qu'il y a encore des freins au développement de la visio aujourd'hui? Et si oui, lesquels? Alors, Charlotte, quand on s'est parlé avant, vous m'avez dit oui, il y en a encore quelques-uns quand même. Moi, je pense que encore une fois, mes collègues du secteur qui sont dans ce call seront tous d'accord. Je pense qu'en termes de technologie, il n'y a plus de frein. En termes de software, en termes de hardware, on a absolument tout ce qu'il nous faut, et puis on va continuer tous à s'améliorer. Les freins, ils sont plutôt culturels, même si on voit que ça bouge. L'étude dont je vous parlais tout à l'heure dit aussi que 70% des managers envisagent maintenant du télétravail. Moi, j'entendais souvent mes collègues dans des entreprises me dire que, enfin, des amis dans d'autres entreprises me dire oh, mon boss, il n'est pas très pour. Voilà. Donc ça existe beaucoup moins, ça va exister beaucoup moins. Et puis, on s'est rendu compte, et ces managers ou ces entreprises qui pensaient que peut-être leurs salariés seraient moins productifs en télétravail, se sont rendus compte qu'en fait, ils sont productifs. Et voilà. Donc, moi, je pense que le changement, ou les freins, du moins, ils sont culturels, mais que c'est en train de bouger. Ouais. Merci. Fabrice, un complément sur ces freins? Le frein, je dirais, il est plutôt au niveau du fait que, comme la vidéo est devenue la norme et qu'on l'utilise de façon intensive, il faut je dirais, rendre ces sessions vidéo les plus qualitatives, les plus immersives et les plus confortables possibles. Et c'est là où, je dirais, Étienne en touchait deux mots, enfin commençait à en parler tout à l'heure, mais il y a une fatigue qui est liée à l'utilisation ou la surutilisation des collaborations à distance. Et donc, on doit apporter ce confort, cette qualité, le fait qu'on soit immersif pour que on l'utilise de façon je dirais intensive, quotidienne et de façon naturelle, que ce soit pas une contrainte, mais au contraire que on ait une interaction qui soit certainement pas aussi bonne que si on se voit en face à face, mais en tout cas qu'on crée cette proximité au travers de la qualité audio, vidéo que l'on peut avoir. Je suis toujours très observateur et c'est vrai qu'on est plus ou moins bien équipé, et même parfois vous avez certaines personnes qui sont interviewées sur les plateaux télé qui appellent de chez elles avec leur PC ou leur tablette, et on voit plus leur bajou ou le plafond de chez eux que leur visage ou leur expression. Donc, c'est là où on doit travailler. Ces freins, ils vont être là parce qu'on en a marre d'avoir des sessions vidéo qui sont pourries, où on entend mal, on voit mal, et c'est pas lié à la technologie, c'est réellement lié à l'utilisation, à l'usage. Donc, c'est là où on doit tous travailler, je pense. Juste Fabrice, pour corroborer avec ce que tu dis, on a une personne, Amandine de Codexing, qui est là, qui justement, ils ont mis en place Explore, une solution pour essayer de mieux utiliser cet outil vidéo. Donc, on dirait un petit mot, mais c'est vrai qu'il existe des formations et de l'information pour arriver et nous, au CDRT, on veut absolument que cet outil, nous qui sommes vraiment dans le domaine de la communication unifiée, qu'on sache aussi bien l'utiliser. Donc, Charlotte, Pardon. Voilà. Charlotte, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Et encore une fois, je suis d'accord avec ce que disait Fabrice. Moi, ce que je me suis souvent dit, moi je fais du remote working depuis 15 ans, plutôt de manière hybride, mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, alors encore une fois, on n'a pas vocation à remplacer les meetings en présentiel, néanmoins, dans beaucoup de cas, finalement, moi je trouve qu'on est plus productif en visio, déjà parce qu'on commence à l'heure, on finit à l'heure parce qu'on a un meeting derrière ou on a autre chose. Donc,
hormis les sessions de brainstorming dont on parlait tout à l'heure, souvent, moi, je trouve que en fait, ça aura permis à beaucoup de gens, dans le cadre professionnel, de se rendre compte que finalement, les visios, ça peut permettre aussi d'être plus productif, en tout cas plus efficace dans le temps imparti. Oui. On a organisé plus de réunions parce qu'on a pu organiser plus de réunions, finalement. Et c'était peut-être pas le cas avant. Ouais. Et puis à la fin de la réunion, on statue, ce qui est souvent quand on est au bureau, c'est un peu et puis complémentaire. les déplacements qui vont avec, ouais. Moi, je mettrais un bémol. La visio, c'est bien, mais pour closer une affaire, on en parlera pour certains, c'est quand même parfois compliqué. Il faut du face-à-face. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'on a vocation à remplacer. Pour moi, c'est complémentaire et parfois plus efficace. Ouais. Et je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai qu'aussi que de plus en plus, on va avoir des actes de vente ou d'essayer de convaincre à distance. Et donc, ça engage l'image de la société. C'est-à-dire que les entreprises sont en train de se rendre compte qu'elles ont donné des outils de collaboration qui sont faciles d'usage parce que tout le monde peut l'utiliser, mais pour être convaincant, pour être bien entendu, pour avoir une représentation de sa société qui soit qualitative, parce que c'est aussi l'image de la société. Si vous avez des commerciaux qui appellent des clients et que le rendu est pas bon, c'est pas bon pour l'image et ça donne une session qui est inefficace. Et donc c'est pour ça que je crois que ce que propose Amandine là, chez Connexin, pour avoir un petit peu travaillé ensemble, c'est primordial. C'est effectivement de travailler sur l'impression, sur l'usage que l'on donne lorsque l'on fait une session une vidéo. Et là, on est qu'au début. On fait de la vidéo, c'est bien, mais après, comment on fait de la vidéo qui soit qualitative, qui soit et qui permette de faire la différence par rapport aux autres. Si je peux juste rajouter quelque chose pour revenir sur la question sur les freins au développement de la visio, et je pense que Stéphane ne pourra pas aller contre, c'est aussi la qualité du réseau. Tout le monde n'est pas égal devant le réseau, et c'est vrai que la prise, l'éviter le moirage, les fonds d'écran, tout ça est important, mais la qualité du réseau, là aussi, on demande à nos camarades opérateurs de bien travailler pour que tout le monde soit fibré dès que possible, parce qu'on voit tout de suite la différence entre les gens qui sont sur de la DSL vieillissant et des gens qui sont sur de la fibre. En même temps, il y a la fibre, il y a la 5G, il y a Starlink aussi avec Elon Musk et ses satellites. Donc, il y a du lourd quand même qui arrive. Oui, on va être bien. Je suis d'accord. Je ne peux que témoigner positivement, surtout aujourd'hui. Absolument. Merci à tous. Philippe, on ouvre une parenthèse sur la sécurité ? Ouais, vite, une parenthèse, et après tu parles du go-to-market, puisqu'il va falloir qu'on accélère un petit peu. Donc, oui, les sécurités, là, sur le point sécurité, je voudrais parler justement, Étienne, tu étais sur le sujet. Comment avez-vous résolu les problèmes de sécurité avec une si forte progression et quelles sont les garanties de la protection de nos vies privées? Donc, ça concerne beaucoup Microsoft en fait, et Zoom. Est-ce que vous pouvez nous répondre sur ces deux sujets? Donc, Étienne, tu étais bien parti. Alors, donc, il y a déjà la sécurité intrinsèque des solutions, c'est-à-dire on a une approche très volontariste sur ce qu'on appelle le Zero Trust Network, c'est-à-dire que notamment quand vous êtes chez vous, sur un terminal banalisé, sur votre téléphone, etc., de s'assurer que vous êtes bien la personne que vous dites être, d'assurer que l'ensemble des mécanismes de chiffrement, d'identification et de partage, donc tout un ensemble de mécanismes très liés à la sécurité, à l'authentification et à l'identification, sur lequel là on a quand même un bon background et sur lequel aujourd'hui on continue d'investir structurellement. Moi, dans mes équipes, l'équipe qui a cru la plus importante, de façon la plus importante, c'est pas l'équipe Teams cette année, qui a cru quand même de 50%, c'est l'équipe sécurité qui a cru de 100%, et notamment tout ce qui est le endpoint management. Donc ça, c'est un premier point. Sur la partie, bien entendu, privacy, gestion de la vie privée, bon, bien entendu, on est particulièrement, que ce soit nous et tous les gros et Zoom, particulièrement vigilants et observés sur toutes les problématiques RGPD ou GDPR. Donc, bien entendu, on doit être exemplaire sur ces différents sujets de gestion de la vie privée. On fait là aussi, nous, une séparation complètement structurante entre toute la partie grand public et la partie entreprise. Donc, tout ce qui est partie entreprise, les données sont les données de nos clients. On les utilise à aucun moment pour, bien entendu, avoir des opérations autres que celles qui sont le fait du data processor et le fait que l'on fournisse un service bien calibré. Donc, de ce côté-là, on donne toutes les garanties à nos clients. Déjà, d'avoir la maîtrise de leurs données et ensuite d'avoir toutes les garanties en termes de niveau de service et de sécurité. On n'utilise pas leurs données à d'autres usages que ceux pour quoi le client nous a donné mandat.
Merci Étienne. Charlotte, sur le sujet, tu as peut-être quelque chose à rajouter On travaille évidemment sur les mêmes sujets, avec les mêmes garanties, le même travail de fond et le même travail permanent sur la confidentialité des données. Chez Zoom, que ce soit des utilisateurs individuels, consommateurs ou des utilisateurs business, il n'y a pas de différenciation. Hein. La sécurité, la confidentialité des données est la même. Le chiffrement de bout en bout de tous les meetings est le même. Voilà. C'est vrai que l'utilisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, l'utilisation exponentielle qui a explosé en quelques semaines il y a un an, nous a forcé à mettre par défaut des solutions de sécurité qui existaient déjà, mais pour lesquelles on devait s'assurer que l'utilisation était par défaut, quel que soit le degré de maturité de l'utilisateur, on va dire. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Étienne, bien évidemment. Ok. Après, on passe sur le go-to-market. Je te laisse la parole. Oui, merci Philippe. Alors effectivement, le go-to-market. Alors vous avez parmi l'audience de cette fin d'après-midi un certain nombre de vos clients potentiels. Et ce qui sera intéressant, c'est de vous entendre sur votre approche de la vente indirecte, sur quel genre de partenaire vous vous appuyez, pourquoi faire, quel genre de business model vous développez au pluriel éventuellement. Est-ce que compte tenu des solutions qui sont de plus en plus complexes, intégrées, est-ce qu'il y a un impact particulier sur le support client? Voilà, donc question assez large. Donc effectivement, désolé, il faudra répondre à un temps record, mais ça va intéresser les auditeurs d'aujourd'hui. Alors, qui commence? Moussa. Moussa. Je peux commencer juste, oui, je suis en 2 minutes. Alors, je pense que le go-to-market, évidemment, est un point essentiel de ces discussions-là. Il est évident qu'on est sur des business models souscriptifs, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on est tous dans ce cas-là, ce qui est vertueux, je pense, pour beaucoup de monde, les fournisseurs, les partenaires et le client, in fine. Et ça, c'est un point important. Je pense qu'aujourd'hui, la tendance est clairement vers là. Et donc, la question à se poser, c'est quelle est finalement quelle est la valeur, je dirais, intermédiaire. Et on est dans une conférence CDRT, donc on a plein de partenaires avec nous. Et l'idée, c'est d'expliquer que il y a certainement un shift de la valeur de nos partenaires, par exemple, s'agissant d'Alcatel-Lucent, vers la création de plus de services, par exemple l'intégration dans des systèmes d'information ou des business process. Il y a le support qui évolue. Je ne sais pas si on a un track là-dessus aujourd'hui, mais la façon de supporter le client change aussi. Et il y a simplement un troisième pan qui est lié au Customer Success, qui fait partie intégrante du business model souscriptif, qui est effectivement de pouvoir aider le client à adopter, mais aussi à rester sur la solution, bien sûr pour le bien des providers de solutions, mais pour son bien aussi, puisque Customer Success consiste à garder un client, mais aussi à lui démontrer, à lui expliquer la valeur de la solution et comment est-ce qu'elle peut l'aider dans son travail au quotidien. Voilà, j'arrêterai là. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais laisser la parole à mes collègues. Merci beaucoup. Étienne, des compléments ou des confirmations sur ce que vient de dire Moussa? Non, clairement, on est sur un modèle, en effet, de proposer des services à valeur ajoutée sur les services que l'on peut être nous à même d'offrir déjà de base. Hein. On est sur un modèle fondamentalement déjà indirect, hein, de toute façon, chez nous, quoi, avec tout un ensemble d'écosystèmes manufacturiers comme Fabrice en est un représentant, par exemple. Et de plus en plus, de façon de plus en plus volontariste, on va continuer à faire des annonces là-dessus, c'est le positionnement en hub applicatif, au-delà de la partie UC, Visio, dont on parle beaucoup là actuellement, c'est justement d'avoir un point de contact pour continuer l'expérience utilisateur et d'embarquer dans l'environnement des applications tierces qui sont les applications verticales, les applications métiers qui sont là revendues par des éditeurs tiers, qui sont développées par le client ou qui sont développées par des personnes qui peuvent être dans cette audience. Merci Étienne. Alors pour continuer sur la même lancée, Charlotte, peut-être parce que vous avez lancé, je crois, un fonds pour permettre à des partenaires de développer des applications, 100 millions de dollars, sauf erreur de ma part. Et puis vous avez un modèle à la fois direct et indirect, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on a tout à fait un modèle direct et indirect. En 2021, développer notre réseau de partenaires, c'est vraiment un axe stratégique. Donc, on a 4 types de partenaires. Donc, les ISV dont vous venez de parler, qui sont des développeurs qui développent des apps qui seront dans l'environnement Zoom.
les apporteurs d'affaires, les partenaires revendeurs et enfin les partenaires technologiques comme Poly par exemple, avec qui on s'associe pour aller conseiller nos clients et pour aller trouver les meilleures solutions software et hardware selon leurs besoins. On en a parlé tout à l'heure, les besoins sont très différents selon le secteur d'activité. Donc ce qu'on cherche, c'est à s'allier avec des partenaires qui vont être au plus près de nos clients pour les conseiller sur la meilleure solution, le meilleur type de licence d'une part et les solutions hardware les plus adaptées d'autre part. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, Merci. Fabrice, justement, est-ce que les partenaires ont changé un petit peu? Oui, alors le go-to-market pour Poly, il est simple, on est 100% indirect avec des grossistes et après ensuite des revendeurs, des intégrateurs. On a un programme partenaire pour accompagner nos partenaires qui apportent du support technique, commercial et marketing, qui est très fort. Et puis, on insiste aussi beaucoup cette année sur l'ajout de services à valeur ajoutée. Alors, il y a plusieurs niveaux de services chez Poly que les partenaires peuvent revendre. Le premier, c'est effectivement la partie garantie et maintenance, extension de garantie sur site, etc. Le deuxième niveau, c'est l'ensemble des managed services. Donc, dans les managed services, il y a effectivement des solutions de CVI, d'interopérabilité, et puis aussi des outils de management, puisque de plus en plus, les entreprises ont à gérer des quantités de périphériques assez importants, donc de s'assurer qu'ils sont en conditions opérationnelles et qu'ils sont bien paramétrés. Et la dernière brique, c'est effectivement les services plus professionnels, donc qui vont de l'audit, de l'environnement visio, de proposer du solution design, donc de proposer une architecture et des solutions spécifiques sur la partie vidéo, et puis aussi de proposer des plans de migration, des formations, etc. Donc la partie service chez Poly est assez unique sur le marché et est très importante. Merci, Fabrice. Alors, vous avez quasiment tous, vous avez parlé plus de services à valeur ajoutée, etc., audit. Si vous aviez un message ou un conseil à donner aux adhérents du CDRT, justement, pour réussir à déployer les solutions que vous proposez, quel serait-il? Qui se lance? Au hasard. Étienne. Alors, je reviendrai sur le message qu'on vient de faire passer, hein, clairement sur l'investissement, encore et toujours sur des services à valeur ajoutée, des offres déjà existantes. Hein. Fournir, on le verra peut-être tout à l'heure dans le dernier point, mais sur le fournir ou créer de nouvelles offres from scratch peut être aujourd'hui assez compliqué vu la maturité des offres qui peuvent exister. Par contre, je pense qu'il y a largement de quoi compléter et fournir des offres et des services complémentaires, qu'ils soient justement des offres de type accompagnement sur comment mieux utiliser ce type de solution. Aujourd'hui, il y a quand même si une adoption très très large, en tout cas, on peut faire beaucoup mieux en termes d'usage, d'efficacité et comment manager tout simplement ces gestions-là. Donc, toute la partie conduite du changement, accompagnement pour valoriser ce travail hybride et en tirer le meilleur parti, jusqu'à bien entendu des solutions beaucoup plus techniques de verticalisation, de spécialisation. Moussa en parlait un peu tout à l'heure, par rapport à des activités. Donc aujourd'hui, en pointe, bien entendu, tout ce qui est téléconsultation, tout ce qui est remote assist pour des personnes sur site. Mais on peut imaginer tout un ensemble et pratiquement tous les métiers aujourd'hui sont touchés par ce type d'activité où on peut y intégrer et les communications unifiées et la vidéo. Donc je pense qu'il y a des gisements de croissance et surfer véritablement sur justement l'engouement et la pénétration des plateformes qui peuvent exister, hein, quelles qu'elles soient, pour justement développer des practices et des verticaux sur votre audience, sur vos clients et sur vos marchés spécifiques. Merci beaucoup, Étienne. Charlotte, pour compléter ce que vient de dire Étienne. Oui, alors moi les conseils d'Étienne sont évidemment tout à fait pertinents. Je pense qu'il y a vraiment un momentum à ne pas rater là pour tous les acteurs de UCaaS et pour les potentiels partenaires de software, de solutions SaaS de UCaaS. Et donc, le conseil pour ne pas rater le coche, c'est vraiment de se renseigner, de devenir un expert de l'hybridation du travail, de l'hybridation de toutes les activités, de choisir le bon partenaire SaaS, évidemment. Et voilà. Merci. Et de devenir un vrai conseiller pour ses clients.
vraiment de les accompagner, de les conduire pour la conduite au changement. Stéphane, est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. En fait, on a, nous, on est dans la téléphonie historiquement, donc on a vu récemment le passage de l'analogique à l'IP. On parle maintenant depuis 5-7 ans du passage au cloud. Donc, c'était la deuxième étape. On passe la téléphonie dans le cloud et on est finalement au milieu de cette transition. Et ce qu'on voit, c'est que on a ces acteurs maintenant de la collaboration, des communications, mais aussi de la relation client, du CRM qui se mélangent. Et on a un peu l'impression que pour la meilleure expérience utilisateur, finalement, demain, ce sera la solution métier, donc le CRM métier ou le RP métier, qui sera la meilleure interface pour l'utilisateur. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue là-dessus et peut-être nous dire si finalement il ne faut pas qu'on se lance dans ces solutions métiers? C'est ouvert. Répond qui veut bien répondre. Moussa qui avait évoqué peut-être ces aspects de verticalisation tout à l'heure. Oui. Répondre comme ça. Pardon. Oui, allez-y Moussa. Alors, non, juste pour je vais répondre à la question de Laurent et pour compléter ça, je voudrais dire que par rapport au message qu'on doit donner aujourd'hui aux personnes qui sont là avec nous, c'est que je pense que ce contexte crée plus de valeur qu'il n'en détruit, premièrement, donc pour eux, déjà par la volumétrie du marché adressable et aussi par l'émanation effectivement de nouveaux services et donc forcément de sources de revenus autour des managed services, des intégrations, customer success, etc. Le deuxième point, c'est que la souscription nous permet de ne pas démarrer l'année à zéro en termes de revenus. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête en termes de business model. Et aussi d'être pertinent par rapport au fait de le prendre sur à travers d'un prisme vertical, je pense qu'on l'a déjà dit tout à l'heure. Et donc, je fais le lien avec la question de Laurent, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la question, c'est de se dire, je pense qu'il n'y a pas de règle, clairement, et c'est aussi l'intérêt de cette fameuse intégration, c'est que quand on a un système existant, on doit pouvoir s'intégrer facilement. Et le métier de partenaire peut aider à venir intégrer et créer de la valeur ici, déjà en intégration, mais aussi en support. Donc, déjà, il y a une valeur ici. Et à ta question, est-ce qu'on ne doit pas se lancer dans ces nouveaux métiers? Je pense que là, pareil, il n'y a pas de règle. Et ça touche deux aspects. Il y a le côté business case. Qu'est-ce qu'on a comme business case en face de nous? Et de deux, et c'est un point, je pense, qu'on n'a pas adressé aujourd'hui, mais qui est important, c'est quels sont les skills dont on a besoin. Et la partie HR, la partie skills, est pour moi un challenge important. Deux raisons. La première, c'est que c'est difficile de trouver des gens compétents dans ce domaine tout de suite. Et deuxièmement, en allant vers ces domaines, c'est aussi un point d'attractivité qu'on a dans nos sociétés, parce qu'évidemment, dès qu'on touche à ces domaines-là, on a plus de gens qui sont à même de venir nous rejoindre avec leur bagage, leurs connaissances et donc leur capacité à exécuter le plan. Voilà, juste répondant très très globalement à la question. Et du coup, c'est bon, alors, parce qu'on voit aussi, on n'en a pas parlé, mais les plateformes comme Twilio, c'est pas assez autre, explosé. Et tu en as parlé bien sûr toi aussi, Moussa, avec Rainbow. Mais donc les skills, ça veut dire plus de skills sur les API, sur les connecteurs, sur… Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre, mais moi je pense que c'est sur tous les sujets, y compris sur la partie sales. Je pense qu'il y a vraiment de nouveaux métiers et de nouveaux skills à avoir. Alors ça ne veut pas forcément dire avoir des gens de l'extérieur, mais aussi une transformation au sein de l'entreprise de ces métiers. Et c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas au sein d'Alcatel-Lucent. La plupart des gens qui travaillent dans nos domaines ne sont pas forcément des gens qui viennent de l'extérieur, même si ça fait du bien d'avoir des gens à peu près, on va dire, avec un esprit un peu différent. Pour moi, les skills, c'est un mindset sur différents sujets. Si on parle de développement, bien entendu, sur les métiers de DevOps, avec des méthodologies différentes, très agiles. Si on parle de sales, on est bien dans l'inside sales avec une partie de pitching, etc., qui est importante. Le support, lui aussi, demande des skills un peu différents. Ce n'est pas impossible du tout. Je crois que c'est une opportunité pour la transformation de nos partenaires et puis de nos propres sociétés pour aller créer de la valeur et faire en sorte qu'encore une fois, ça crée plus de valeur que ça en détruit. Et vous apportez tous les 3 ou 4 des programmes de formation? Alors, je sais pas si tu sais pour moi la question ou c'est pour d'autres personnes. Je ne vais pas monopoliser la parole. Allez, on va changer. Étienne ou Charlotte, du coup. Ouais, clairement. Enfin, tu as en effet des plans. Et puis, il n'y a pas plus tard que dans 3 semaines, il y a la conférence Build, qui est notre grand symposium pour toute la partie développeur, sur lequel on va énormément investir. Là aussi, on va mettre pas mal de choses en avant, puisque c'est la verticalisation et
la partie layer, application layer, on va dire, de la plateforme collaborative et de communication est un des points clés. Et pas seulement la partie relation client, hein, c'est tous les verticaux métiers qu'on peut imaginer dans l'entreprise. Donc cette partie-là, oui, c'est un axe d'investissement important. Il y a des cursus de formation sur tout ce qui est ce qu'on appelle les graphes API chez nous, tout ce qui est l'intégration dans le store. Hein. Il y a un store dans Teams dans lequel on peut publier ses applications pour pouvoir faire des extensions et pour pouvoir compléter l'offre. Donc oui, pas mal de choses vont être annoncées d'ailleurs, je crois que c'est le 23-24 mai prochain lors de la build. On va vous poser une dernière question parce que je voudrais faire passer Speaky Link aussi, qui a un témoignage justement sur les usages. Et puis, on a Charlotte qui doit nous quitter dans quelques minutes. Oui, absolument. Tout à fait. Parce qu'on avait Donc, dit que... oui, dernière question. Alors, on a vu dans le domaine de Lucas une certaine concentration du marché. Est-ce que vous pensez que nous allons assister à la même chose sur les solutions dont nous parlons aujourd'hui? Et si oui, quel genre de concentration? Qui veut répondre? Est-ce que ça, on en avait parlé un petit peu. Peut-être rapidement, je ne vois pas une concentration massive des acteurs, je dirais, dans ces domaines-là. Ce qu'on voit surtout, c'est les rapprochements, soit des partenariats, soit des rachats de briques technologiques pour consolider effectivement les différentes solutions. Mais je ne vois pas une tendance quelque part de convergence ou des joint ventures trop importantes. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Et j'ai l'impression que ça répond aussi à une problématique de pouvoir adresser beaucoup de secteurs différents, parler de vertical, etc. Et aussi d'être pertinent sur ces secteurs-là. Ce qui veut dire qu'il y a de la place, à mon avis encore, et que je ne vois pas de concentration, mais peut-être je me trompe. Je n'ai pas cherché plus. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas aujourd'hui en dehors de ce que je viens de citer sur les partenaires et sur les rachats de technologies notamment. D'accord, merci Moussa. Fabrice, un éclairage sur ce point-là? Oui, je crois que, enfin, pour nous, l'important, je dirais, c'est l'écosystème et aussi de compléter les offres. Chaque offre sur le marché a ses avantages et a des applications métiers qui sont plus ou moins poussées. Et donc, notre intérêt à tous, c'est de travailler ensemble pour apporter de la valeur à nos clients et à l'utilisateur. Donc, probablement, il y aura des concentrations parce que ce marché-là, bien entendu, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs et tout le monde veut avoir sa part du gâteau. Donc, il va y avoir forcément des concentrations. Mais je pense que c'est plutôt la valeur de l'écosystème qui fera que les entreprises perdureront et que on apportera de l'innovation et plus d'efficacité dans les solutions que l'on vend. Mais bon, je pense qu'on est au tout début et c'est passionnant parce qu'effectivement, on le voit, ce marché a subi une accélération phénoménale. Mais maintenant qu'on a fait cette accélération, maintenant que les entreprises sont convaincues, maintenant qu'on a les solutions, c'est à nous d'inventer la vie, les usages et l'intérêt que ça apporte dans les entreprises, dans les organisations, pour l'utilisateur et aussi pour se différencier des concurrents. Et ça c'est, je pense, vraiment le challenge que l'on doit adresser tous ensemble pour l'avenir. Merci beaucoup, Fabrice. Est-ce que Charlotte ou Étienne, vous souhaitez dire un mot sur ce point-là? Alors, On peut partir. je pense en effet, hein, comme tout le monde a dit, qu'on en est qu'au tout début, que la concurrence qui existe actuellement, elle force aussi à l'innovation. Donc, je pense également qu'il y a de la place pour tout le monde. Peut-être qu'un jour, il y aura une consolidation du marché, mais je pense que là, on en est à la naissance ou à l'adolescence du marché. Donc, beaucoup, à mon avis, beaucoup de croissance avant qu'on voit ou pas une consolidation. Super. Merci Charlotte et merci pour votre présence aujourd'hui, comme je sais que vous devez partir. Merci. Étienne, Microsoft a racheté Nuance. Il y a ce point de consolidation. Alors, en effet, il y a des éléments, pour moi, il y a trois lignes un peu directrices. Alors, il y a déjà, chez les équipementiers, là, Fabrice, c'est plus ton domaine, mais en tout cas, je vois, c'est que les équipementiers se sont regroupés ou ont investi pour traiter en même temps l'audio et la vidéo. Là où il y avait des spécialistes audio, ils se sont soit rapprochés, soit développé des solutions vidéo, etc. Donc, déjà, il y a
Alors, si c'est une consolidation, en tout cas, une déspécialisation peut-être de ce secteur d'activité. Ensuite, bien entendu, quand même une concentration d'un certain nombre d'acteurs. Bon, l'acquisition de Nuance, c'est quand même un élément assez important. C'est quand même du lourd et du monétaire, on va dire. Donc, il y a quand même un certain nombre d'éléments de consolidation pour essayer justement de verticaliser, de proposer des solutions de bout en bout qui soient les plus complètes possibles. Et en même temps, parce que c'est le monde du en même temps, l'émergence de tout un ensemble de nouveaux acteurs très spécialisés. Enfin, il y a quand même un petit bout de temps que je suis ce marché-là et je vois des acteurs spécialisés sur les échanges. Vous avez été mis en attente. etc. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Un petit renvoi d'appel. Donc, sur l'émergence aussi d'acteurs très, très spécialisés, d'acteurs de niche spécialisés dans un domaine, sur un pays, etc. Donc, c'est en effet, comme le disait Charlotte tout à l'heure, en pleine émergence, on est en phase d'adolescence de ce marché-là qui mûrit très vite, qui est déjà très, très opérationnel pour un adolescent. Mais en tout cas, il y a énormément encore d'axes de développement sur ce sujet-là, avec une concurrence qui est plutôt saine, puisque ça fait évoluer très rapidement les adolescents. Merci beaucoup, Étienne. Philippe. Merci, Étienne. Merci à vous tous. Là, on va juste terminer par 5 minutes de Benjamin Pic de Speakylink, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'usage. On va parler d'usage métier dans la relation client, parce que moi, je suis assez séduit par cette appli et cette façon de vouloir démocratiser la vidéo par l'assistance vidéo. Je te laisse, Benjamin, d'abord te présenter et puis comment est né Speakylink, si tu peux nous Très bien. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci de m'avoir sollicité pour ce témoignage. Donc moi, je suis en charge effectivement du développement commercial de Speakylink. Donc Speakylink, c'est une jeune start-up nantaise qui a démarré au mois de mars 2020. Et nous sommes toute équipe fondatrice. Nous sommes issus du milieu du centre de contact. Et en fait, pour faire rapide ce soir, vu compte tenu de l'heure tardive déjà, en fait, Speakylink, c'est né de 2 constats. Le premier constat, finalement, c'est qu'aujourd'hui, le téléphone reste encore et toujours le premier canal de communication pour pouvoir rentrer en relation avec une entreprise. On estime que c'est à peu près 60% des interactions clients et que derrière ces appels téléphoniques, il existe aujourd'hui encore quantité de situations qui sont complètement ineffables ou impossibles à décrire par le simple biais du téléphone. Voilà. Dans des situations très techniques, vous savez, le syndrome de la personne qui appelle Darty, boulanger, pour lui dire qu'il a un problème avec le bitonio de sa porte de frigo, ou des situations très complexes, ou bien encore des situations avec de fortes charges émotionnelles, comme un dégât des eaux ou encore un accrochage en voiture, par exemple. Voilà. C'est vraiment le concept, en tout cas, de ces 2 constats qui est né la solution. Alors, quels sont les principaux cas d'usage ? Alors, les principaux cas d'usage, alors nous, encore une fois, l'idée, la solution, c'est une solution SaaS qui est plus particulièrement destinée à être intégrée sur des solutions de centre de contact ou de téléphonie d'entreprise traditionnelle. On a fait en sorte de dissocier le canal vidéo du canal voix traditionnel, justement pour limiter les besoins de bande passante. C'était un des problèmes ou un des freins qui a été évoqué tout à l'heure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment, on pense à des personnes qui sont sur le terrain, on n'est pas toujours dans des zones qui sont très, très bien couvertes. Et le fait de faire passer la voix et la vidéo, encore aujourd'hui, fait que dans certaines situations, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, conserver la voix par le téléphone et derrière la vidéo qui vient s'additionner par-dessus via la data. Des cas d'usage, pour faire simple, le premier, je crois que c'est le domaine du SAV. Aujourd'hui, il y a près de 8% des produits qui sont achetés dans des grandes surfaces spécialisées qui sont retournés en SAV. Et je crois que le chiffre monte jusqu'à 24% qu'on s'est acheté sur le web. Et dans 70% de ces cas, de ces retours SAV, il faut savoir que le produit il est 100% opérationnel. Donc, c'est soit le client qui se dit finalement, je n'ai plus besoin du produit, je le laisse, soit j'ai trouvé moins cher ailleurs, mais aussi et surtout un certain nombre de personnes qui ont tout simplement eu des difficultés pour prendre en main la machine ou l'appareil qu'il a acheté ou bien le mettre en configuration. Et c'est là où la vidéo fait sens, c'est de pouvoir assister de la meilleure façon possible ces personnes dans la prise en main, dans l'utilisation de leur matériel et derrière pour limiter évidemment les retours qui sont aujourd'hui vraiment
un énorme coût dans le monde du SAV. Pour faire un deuxième cas d'usage rapide, il y a de plus en plus aujourd'hui d'assureurs qui utilisent la vidéo, et notamment dans le cadre des dommages sinistres. Aujourd'hui, il y a certains assureurs qui proposent cette solution. Si vous êtes victime d'un dégât des eaux, par exemple, vous allez bien solliciter l'agent d'assurance qui va évidemment décrocher et qui, derrière, va vous dire « Ok, j'entends bien ce que vous me dites. Bon, écoutez, bougez pas, je vous envoie un lien vidéo directement par SMS ou sur votre mail si vous êtes sur une tablette ou un PC. Vous cliquez dessus et directement, en plus de la voix, l'agent va pouvoir découvrir l'environnement, l'état du sinistre et dans les sinistres les plus légers, évidemment, pouvoir collecter tous les éléments visuels dont il a besoin pour constituer le dossier. Et pour les petits sinistres, même aller jusqu'à la proposition de gré à gré en live, ce qui fait qu'en un appel, avec de la vidéo, aujourd'hui, on peut complètement clôturer un sinistre. Alors qu'hier, il fallait entre 1 semaine et 15 jours, le temps d'envoyer un expert, faire des photos sur place, revenir, compléter le dossier et derrière faire une proposition. Voilà. Ça, c'est un deuxième cas d'usage qui aujourd'hui se déploie vraiment très rapidement dans le domaine des assurances, notamment. Et puis un troisième pour finir, peut-être le monde de l'assistance technique. Là aussi, l'assistance vidéo permet d'être les yeux de l'expert sur le terrain. Ça permet aussi surtout de mieux préparer des interventions en termes de matériel ou de besoins humains. Autre vertu du canal vidéo, on en parlait tout à l'heure, mais c'est une vraie vertu pédagogique. Et aujourd'hui, avec nous, je vois avec Speaky-Link, il y a des entreprises qui emploient ou qui envoient plus facilement des juniors sur le terrain et derrière qui peuvent être guidés par des experts ou des seniors à distance. Voilà. Et enfin, ça va permettre également, dans le domaine de l'assistance technique, de développer le self-care avec les clients. Voilà pour les principaux cas d'usage. De manière générale… Sur la pandémie, sur la santé, qui est intéressant, ce qui s'est passé pendant la pandémie. Oui, alors, c'est vrai qu'on a pas mal travaillé dans le domaine de la santé. Alors, pourtant, il existe pléthore de solutions plus technologiques et sophistiquées les unes que les autres dans le domaine de la santé. Mais comme étant vraiment les facteurs clés de succès, c'est la simplicité d'utilisation, l'ergonomie et surtout le fait qu'il n'y ait absolument rien à télécharger avec notre solution, ni côté agent, ni côté client. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de GHT, d'hôpitaux, qui se sont dotés de la solution parce que il y a un certain nombre de médecins, pour ne pas dire une majorité, qui sont technophobes et qui n'ont pas forcément en plus le temps de passer une demi-journée ou une journée de formation. Et avec des solutions très légères comme celle-ci, en quelques minutes, ils s'approprient la solution et ils peuvent faire à distance du suivi et de téléexpertise, de téléconsultation. Ok, merci Benjamin. Il faut savoir que Speaky-Link est uniquement revendu en indirect. Voilà. Tout à fait, exactement. Ouais, direct, et il génère du lead à travers les clients directs dont il a parlé. Merci Benjamin. Avec plaisir. Amandine, juste un petit mot on va clôturer par Amandine, qui est une nouvelle adhérente, sur effectivement l'accompagnement et la formation à ces fameux outils de visio. Bien sûr, merci beaucoup. Effectivement, Fabrice en a parlé et vous en avez parlé tout à l'heure concernant les usages, puisqu'on a parlé de personnes récalcitrantes, voire technophobes, et elles sont de moins en moins nombreuses parce qu'on s'y est tous mis en fait à la visio. On est tous d'accord pour dire que même si on a hâte de revoir nos clients, hâte de revoir nos collègues, nos équipes en présentiel, la visio va rester et on va s'orienter vers ce mode hybride. On se déplacera beaucoup moins qu'avant, il faut le souhaiter pour la planète d'ailleurs. Et pour autant, la posture à adopter, elle n'est pas évidente. On travaille nos postures quand on anime des réunions, on travaille nos postures quand on va en rendez-vous chez nos clients, quand on anime un entretien managérial. Et il est important aussi de travailler nos postures à distance parce qu'elles ne peuvent pas être exactement les mêmes. Encore une fois, il faut rendre ces visios vivantes, impactantes, réussir à toucher à distance, si je peux dire. Et tout ça, ça s'apprend. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que nous, on a développé cette offre Explore qui permet d'organiser des formations sur des temps courts. C'est des formations qui se veulent très pratico-pratiques, mais qui permettent justement de réussir ces entretiens à distance, d'être à l'aise avec ce nouveau média et ce nouveau canal qui va rester. Voilà.
en quelques Merci mots. Amandine, et on vous donnera de l'information sur ce sujet-là, mais en fait, Amandine sera notre correspondante. Voilà, bah, nous avons terminé, on a un peu dépassé de 15 minutes, mais c'est bon, nos temps de visio. Laurent, si tu veux qu'on... Bon, on n'a plus Laurent, on a perdu Laurent. Bon, merci à tous, on a encore appris beaucoup de choses ce soir, et on vous donne rendez-vous. On ne peut pas conclure, ou il n'entend rien. Il n'entend pas, non. Non, on vous donnera donc rendez-vous à notre prochain webinaire le 3 juin sur effectivement la mobilité qui est dans la continuité de ce qu'on vient de se dire sur la visio, la mobilité aussi. On a un petit... Bon, ben voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous, très bonne soirée. Oui, merci. Merci, bonne soirée à tous. Merci à nos intervenants. Bonsoir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et vous aurez la synthèse. Merci.